Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un webinaire proposé par notre comité mutualisation, un webinaire concernant les assurances. C'est à toi, Denis. Merci. Donc voilà ce que je vais vous présenter déjà. Donc les généralités. Jean-Louis va aussi un peu vous expliquer le contexte, hein. Et ensuite on fera l'analyse de risque dont on a parlé, dont Pascal a parlé, et la proposition que voilà qu'on a identifiée. Voilà, Jean-Louis, je te laisse la parole. Merci Denis. Bonjour à tous. Et donc oui, par rapport aux assurances, ça a été dès le Festival des Passages il y a 2 ans dans quelques temps, Mhm. lors de la création, la pré-création de la commutatrice. On avait parlé donc de mettre en commun un certain nombre d'achats, un certain nombre de biens, de services, de biens, etc. Et on avait parlé des assurances. Et donc ensuite, on a fait des groupes de travail et on a voulu élaborer un questionnaire pour tous les écolieux et qui a été quelque peu infructueux. Alors, sans doute que le questionnaire était peut-être trop dense ou pas assez, pas assez. En fait, je n'ai pas eu le fin mot de l'histoire. Et donc, on a travaillé avec Denis et d'autres personnes sur le sujet. Euh, et on a essayé de faire des devis à droite, à gauche, mais c'était pas évident. Et puis, à un moment, Mika nous a mis sur la piste d'un agent d'assurance. Pour information, nous, Terre de Bambou, on a démarré un contrat avec eux parce qu'on était dans l'urgence, puisqu'on on faisait un événement sur notre site et on avait absolument besoin d'être assuré. Et donc, on a déjà commencé. Alors, c'est compliqué parce que, il y a des moments dans l'exercice des agents généraux d'assurance où il y a des périodes qui sont très compliquées, surtout lorsqu'il y a eu des événements comme des tempêtes, où là, ils sont tellement pris sur le sujet de gérer des sinistres qu'on a du mal à échanger de façon fluide avec eux. Mais sinon, on est arrivé tout de même à quelque chose d'assez intéressant que Denis va commencer à vous présenter. Voilà pour le Merci. préambule. Merci Jean-Louis. Petite généralité sur les assurances. Bah, c'est déjà que les assurances, c'est quelque chose qui peut nous parler, nous, coop Mutactrice, puisque c'est basé sur le principe de la mutualisation, hein. Donc on est bien dans le même, j'allais dire, dans le même secteur. D'ailleurs, pour vous rappeler peut-être, au comité mutualisation, on avait identifié une start-up qui voulait faire des produits d'assurance en réunissant des gens qui voulaient partager un risque. Bon, malheureusement, cette startup n'a pas réussi à émerger. Mais en tout cas, le principe de la mutualisation, c'est que finalement tout le monde paye une petite cotisation et les assurés, en fait, ça permet de répartir le risque puisque l'assurance paye pour les quelques sinistres qui interviennent. Alors, les tarifs des assurances dépendent beaucoup des risques assurés, bien sûr, surtout de l'impact et de la probabilité d'occurrence, et des franchises. Hein, la franchise, c'est un terme un peu particulier, c'est en fait ce qui vous reste à payer, ce qui reste à payer quand quand on déclare un sinistre, ben, ça reste à la charge de l'assuré. Donc, évidemment, il y a des contrats. Alors, les contrats d'assurance définissent des conditions d'indemnisation, des responsabilités. L'expérience qu'on a eue avec Jean-Louis, c'est que c'est très très difficile de comparer des contrats. Alors, il y a quelques secteurs qui sont relativement balisés, comme l'assurance habitation dont on va parler, ou l'assurance pour les véhicules. Mais il y a d'autres secteurs d'assurance qui sont beaucoup plus complexes, comme les complémentaires santé. On y reviendra. Alors, en fait, le principe de ce qu'on s'est dit aussi avec Jean-Louis, c'est que finalement, avant de parler d'assurance, encore fallait-il savoir pourquoi on s'assure et à quoi ça sert et qu'est-ce qu'on cherche je dirais, à sécuriser. Et donc, du coup, ça nous a amené à cette question de quels sont les risques que portent les coopératives d'habitants, enfin les écolieux, les coopératives d'habitants,
parce que peut-être on peut déjà essayer de bien comprendre ces risques et on va en parler un peu plus loin. Ensuite, oui, j'ai cité ici dans cette slide comment dirais-je, des personnes ou des entités qui jouent des rôles significatifs dans le monde de l'assurance, on retrouve par exemple des courtiers, hein, ce sont des intermédiaires en fait entre les assurés et les sociétés d'assurance, hein, et donc ils jouent un rôle de conseil, mais il faut savoir qu'ils sont souvent rémunérés par les assurances, donc on ne peut pas vraiment les prendre comme des conseils indépendants. Et puis, donc, le troisième type, je dirais, d'intervenant, ce sont l'agent général d'assurance. Alors lui, ce rôle-là, c'est un employé, enfin, non, c'est un indépendant, mais il est exclusivement lié à une société d'assurance. Alors, l'analyse de risque, c'est quelque chose qui n'est pas forcément toujours très excitant, hein, mais notre philosophie là, c'est de se dire, il vaut mieux regarder ces risques en face et évaluer si on a vraiment besoin, là je parle pour un collectif, hein, évaluer si on a vraiment besoin de souscrire un contrat d'assurance, de s'assurer pour ça, ou si on est capable finalement de supporter ce risque par nous-mêmes, hein, de s'auto-assurer, hein, ne serait-ce que parce qu'on a les capacités, par exemple, de reconstruire un bâtiment s'il est cassé, ou de réparer une voiture si elle est abîmée, etc. Donc là, il y a toute une analyse qui dépend à la fois du risque et aussi de la capacité que nous avons, hein, nous en tant que collectif, finalement de surmonter ce risque. Donc nous ne préconisons pas dans cette affaire-là, nous ne préconisons pas une assurance pour tout, bien au contraire, hein. Hein, l'idée c'est vraiment d'aller chercher l'assurance qui est nécessaire, celle qui est absolument nécessaire. Alors il y a aussi également des assurances obligatoires. Ça, malheureusement, parfois, on n'a pas le choix. Par exemple, si on circule avec un véhicule sur la voie publique, il faut s'assurer, c'est obligatoire. Donc voilà la typologie, je dirais, des éléments assurés. Donc il y a le bâti habitable, logement et espace commun, le bâti non habitable, le bâti en construction et en rénovation. C'est intéressant parce que c'est pas tout à fait, il est encore en construction, donc il n'est pas fini. Donc là, il y a des problèmes spécifiques qui se posent. Ensuite, il y a tout ce qui est à l'intérieur, hein, meubles et équipements, à l'intérieur de ce bâti qui est habitable ou non habitable. Et puis ensuite, il y a, bon, bien sûr, les personnes, les habitants, mais aussi les invités, ceux qui participent au chantier participatif. Et puis, si on va un peu plus loin, le terrain, qui lui-même peut être soumis à des risques, hein, il peut y avoir des clôtures, des barrières qui sont potentiellement, disons, abîmées par certains événements. Et enfin, tout ce qui est véhicules, engins divers et outils qui sont également sur le terrain, sachant que les véhicules, s'ils restent sur le terrain, on n'a pas la même obligation d'assurance que s'ils sortent sur la voie publique. Alors, qu'est-ce qu'on a comme principaux risques? Les risques d'incendie, bien sûr, risque de dégâts des eaux, le risque d'inondation, le vent. Hein, le vent aussi peut créer des dégâts, aussi bien au niveau des toitures, mais aussi le vent peut faire tomber un arbre sur une habitation. La catastrophe naturelle a ce site particulier qu'elle est déclarée officiellement par, je crois que c'est l'État qui déclare un état de catastrophe naturelle au niveau d'une collectivité particulière. Et là, ça enclenche un certain nombre de dispositifs de protection des victimes de la catastrophe naturelle. Ensuite, on a effectivement le risque de vol, le risque de dégradation qui est lié à l'occupation par les habitants ou les invités. Donc toujours dans les risques à prendre en compte. Alors en discutant avec cet agent d'assurance, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des cas un peu particuliers, mais qui peuvent quand même concerner pas mal d'écolieux, en particulier les animaux. Effectivement, j'avais pas pris conscience que les animaux, et en particulier les équidés, les chevaux, les ânes, peuvent générer des accidents s'ils s'échappent du terrain et s'ils circulent sur la voie publique.
et qu'il cause des accidents, on peut avoir des problèmes de responsabilité civile, RC ça veut dire responsabilité civile, du propriétaire de ces animaux, et ça peut avoir des conséquences assez lourdes pour le propriétaire. Bien sûr, les activités professionnelles, hein, dans certains écolieux, il y a des activités professionnelles qui sont menées, hein, dans différents locaux. Donc là aussi, il faut les prendre en compte parce que ça induit des risques particuliers. Et puis, alors, un autre aspect, par exemple, c'est pour un certain nombre d'écolieux, il y a la construction, mais en autoconstruction. Donc, quand on a une entreprise qui construit un bâtiment, en général, elle a ce qu'on appelle une dommage ouvrage, donc une assurance dommage ouvrage, la DO, qui assure en fait finalement le bâtiment pendant la période de construction. Donc ça, c'est bien. Sauf que, mais quand on passe ensuite à une phase, soit dès le début, euh, soit après, à une phase d'autoconstruction, là, également un souci. En tout cas, il faut savoir comment on assure ce bâtiment qui est encore en cours de construction ou d'autoconstruction. Ensuite, les risques à prendre pour les personnes. Donc là, on a des différentes catégories de risques qui sont assez classiques en matière d'assurance, que les assurances distinguent. Hein, quand il y a des accidents domestiques avec ou sans intervention de tiers, hein, ça a effectivement ça a une importance pour les assurances parce que s'il y a un tiers, elles peuvent se retourner, comme on dit, vers le tiers, hein, pour chercher donc quelqu'un qui indemnise. Hein, donc c'est là où ils font appel à la responsabilité civile, hein, du tiers. Voilà, et puis j'ai mentionné aussi dans les accidents pendant les chantiers participatifs, qui sont des accidents un peu particuliers, mais qui peuvent concerner quelques écolieux, hein, qui font appel à ces chantiers. Donc voilà, on a un catalogue un petit peu, on va dire sinistre, si je reprends le mot des assurances, puisque on a là, je dirais, un catalogue de risques. Et en fait, la question maintenant, c'est effectivement qu'est-ce que le collectif est prêt à prendre en tant que collectif, et qu'est-ce que là où le collectif a besoin d'une assurance. Je vois qu'il y a déjà une question. Valérie, tu voulais poser une question déjà? C'est pas tant une question qu'une précision Oui. pour la dommage ouvrage. Nous, on est en pleine construction, donc on a découvert un petit peu ce que c'était. La dommage ouvrage, elle est à prendre par le collectif. C'est pas l'entreprise qui fait la construction qui la Ah. prend. Mhm. L'entreprise qui fait la construction prend l'assurance tout risque chantier et qu'il faut contrôler parce que elle n'est pas Mhm. toujours calibrée en fonction de notre projet. Et l'assurance dommage ouvrage, elle est chère, elle pèse lourd dans le budget d'une construction et elle est à prendre par l'habitat participatif. Elle Merci. prend le relais de l'assurance décennale. C'est-à-dire que l'assurance décennale, elle va intervenir quand la réception du chantier sera faite, si jamais on constate quelque chose qui ne convient pas. L'assurance dommage ouvrage, elle est là pour indemniser l'habitat participatif immédiatement et c'est elle qui se retournera vers l'assurance décennale, soit du plombier, soit du maçon, en fonction de comment va être identifiée l'origine du sinistre. Donc Ok. attention, la dommage ouvrage, elle est à prendre par les habitats participatifs lors de la construction. Voilà, je t'en Merci prie. Valérie. Et Bah, c'était une on a question. appris tout récemment, hein, donc Ouais, oui, oui, on oui. partage notre, notre savoir. Voilà. Ok. Merci parce que je pense que ça fait pas partie encore. On n'a pas encore inclus ça dans le package. Ça n'a pas Ouais. encore été discuté avec. Et ça pèse très très lourd, hein. C'est de Ouais. l'ordre de, moi, nous sur notre projet, c'était estimé au départ à 33 000 euros, hein. Donc c'est pas Oula. rien, c'est pas une paille. Sur un projet à combien? De construction, on était à l'époque à 1,8 million TTC. Ok. Donc il y a Voilà. une autre. Oui, Sandra. Oui, moi je voulais juste avoir quelques précisions sur donc en autoconstruction parce que on est dans ce cadre-là chez nous et
De quel type de dommage tu entends? Est-ce que, voilà, s'il y a par exemple un incendie qui se fait ou sur des malfaçons ou les personnes, quel type de dommages tu parles en autoconstruction d'assurer? Enfin, Alors, moi, j'étais pas parti. Pour l'instant, on n'a pas travaillé avec l'agent d'assurance sur justement sur la dommage ouvrage, comme que signale Valérie là, qui est apparemment un sujet important en soi. Nous, on a travaillé plutôt sur les risques, je dirais, liés à la, non pas de malfaçon, mais les risques, comment dirais-je, de casse, des risques de personnes, d'accidents de personnes, des choses comme ok, ça. d'accord, ouais. C'est plus, Oui, c'est pas le risque sur, c'est pas une garantie de bonne exécution, on va dire, hein. D'accord, Donc, ouais, ouais. pour revenir d'aujourd'hui, on va aller dans le détail sur l'assurance des lieux et des personnes et de l'habitation. Et on va refaire d'autres visios plus tard sur les autres risques, notamment la dommage ouvrage, l'autoconstruction, tout ça, quand on aura creusé le sujet avec des professionnels du sujet. Donc aujourd'hui, on va essayer de se centrer sur la partie habitation. Et le reste, on va creuser et on reviendra auprès de tout le monde avec d'autres sujets. ok, merci Pascal. Je pense qu'effectivement, on voulait faire une revue exhaustive de risques et merci de vos interventions, mais le sujet est quand même assez énorme hein, en termes je dirais, d'étendue, hein, d'ampleur. Donc, on va se focaliser effectivement aujourd'hui sur des choses qu'on a creusé un peu plus. Je continue, je termine, je crois, l'analyse de risque. Il y avait effectivement des risques sur les clôtures, les barrières, on a vu ça tout à l'heure, les chutes d'arbres. Donc on s'est un petit peu, on a creusé un petit peu ce sujet avec l'agent d'assurance, les engins, les véhicules, on en a parlé. Voilà. Et quand on a commencé à travailler sur l'assurance habitation, en fait, Mika nous a parlé d'un assureur avec 7 agents d'assurance. En fait, c'est un peu voilà, c'est un peu le hasard, on va dire, hein, qui s'est révélé intéressé, motivé pour nous proposer quelque chose. Et nous, quand je dis nous, c'est proposer quelque chose à tous les écolieux de la CMA. Donc, l'idée, c'est que ce monsieur nous dit qu'il veut mettre en place une relation privilégiée et avec une prise en compte de nos demandes sous 48 heures. On y reviendra. Une remise de 10% sur les contrats immeubles couvrant les bâtiments détenus par c'était la SIC, c'était la CMA, ou les autres sociétés coopératives, donc les associés de la CMA, une remise de 12% sur les contrats complémentaires santé. Donc et alors ce qui s'est passé, c'est que la coopérative Casanoé, elle, et donc ils ont fait ce travail de comparaison en posant une question précise sur l'assurance habitat de leur lieu. Et en fait, ils nous ont transmis le résultat de cette consultation. Et cette consultation, elle a été, disons, assez claire, c'est-à-dire que ça a fait une proposition qui était très, très intéressante par rapport. Alors, il n'y avait pas eu beaucoup de points de comparaison, parce qu'il faut quand même le noter. Il y a plusieurs assureurs qui ont décliné, qui ont dit non, non, on n'assure pas, on ne vous assure pas. Et finalement, le seul autre assureur, c'était la MMA, pour les citer, qui a fait une proposition, mais qui était genre 3 fois plus chère que la proposition de contrat propriétaire-occupant, que j'ai écrit PO pour aller plus vite, hein, et qui assure le bâti, mais avec une limite de 4 foyers par bâtiment, ou 4 appartements par bâtiment. Donc il y a une question de Vincent. Oui, merci. Juste, je voulais savoir, AXA, c'est un groupe international. Est-ce que l'offre est valable aussi en Europe et dans d'autres pays européens comme le Portugal? Et on a déjà un projet en Suède qui est membre de la CMA. On va sûrement en avoir d'autres en Italie, en Irlande, en Finlande peut-être, Slovénie. Mhm. Est-ce que AXA, est-ce que partie internationale d'AXA et est-ce que cette offre pourrait s'étendre à d'autres, à quelque chose de plus large?
Merci pour ta question, Vincent. On n'y avait pas pensé. Et dans la définition de l'agent d'assurance, normalement, c'est un agent d'assurance, il intervient localement. Il a un territoire. Hein, je pense que dans le contrat qui le lie à AXA, il doit y avoir un territoire qui est défini. Donc, je ne suis pas sûr qu'il puisse, je dirais, travailler au-delà de la France. Déjà, je pense que oui, il peut travailler en France, mais je suis pas sûr qu'il puisse aller au-delà. Donc, on va lui poser la question. Hein, et puis on reviendra vers toi, mais il a peut-être des collègues ou des partenaires avec lesquels il peut travailler et nous mettre en relation. Oui, et puis même si c'est pas tout de suite, effectivement, je pense qu'à terme, si on peut avoir des négociations avec AXA International, on peut négocier des plus gros, encore plus de volume et encore plus des contrats encore plus intéressants. Ok, merci Vincent. Là, je vous ai donné un exemple d'un tarif d'à peu près 600 euros par an pour 170 mètres carrés habitables. Et ce qui est intéressant dans ce contrat, c'est qu'il couvre également la responsabilité civile des habitants. Ce qui fait que les habitants n'ont pas besoin de souscrire un contrat locataire. Hein. Donc ça nous a paru une simplification et surtout une économie substantielle, hein, de ne pas avoir cette double assurance du propriétaire et des locataires. Alors par contre, le cas de figure, c'est que si jamais il y a plus de 4 foyers par bâtiment, mais à ce moment-là, il faut souscrire des assurances responsabilité civile des habitants en plus. Donc c'est le cas d'Argumbat, hein, puisque Argumbat a plus de 4 logements dans le bâtiment principal. Pour les franchises que propose donc cet agent d'assurance, elles sont assez importantes. Hein. On est autour de 400 euros par événement. Et nous promet, alors il nous l'a écrit, mais je ne suis pas sûr que ça sera écrit dans les contrats, parce que je pense que c'est un geste commercial qu'il fait là. Il nous promet de prendre en charge une, une franchise dans la limite par an, dans la limite d'un sinistre par an, pour chaque contrat, bien sûr. Donc là, je souligne que ça, à mon avis, ça ne sera pas, peut-être je me trompe peut-être, hein, je n'ai pas encore vu de contrat signé avec lui, mais en tout cas, je pense que c'est un engagement qui mérite, qui est intéressant, hein, parce que ça permet de pallier un peu le niveau assez élevé des franchises, mais encore faut-il qu'il soit tenu, que cet engagement soit tenu. Les échanges continuent à complémentaire santé. Ma première impression des premiers devis qui nous ont été envoyés, c'est que ça nous paraît moins intéressant que d'autres complémentaires santé sur le marché. Mais je veux dire simplement là, sur ce point-là, on pourra pas faire vraiment de recommandations précises parce que la tarification d'une complémentaire santé est très complexe. Elle dépend d'une cinquantaine de paramètres au bas mot. Et donc, on laissera le soin aux personnes qui sont intéressées par cet aspect-là de demander des cotations, hein, des devis, et puis ensuite éventuellement nous faire part de leurs évaluations, hein, pour savoir si c'est intéressant ou pas. Par contre, pour les assurances automobiles, c'est plus simple, puisque là, les contrats sont un peu je dirais plus bornés, plus réglés. Et donc là, on est en train de faire une comparaison. Et moi, ma première analyse, c'est que les devis sont intéressants, et en particulier parce qu'il met des niveaux de franchise relativement élevés par rapport aux assurances classiques et qu'ensuite il promet de rembourser au moins la première franchise. Donc cette combinaison rend le contrat particulièrement intéressant. Voilà. Et maintenant, on attend encore un devis pour assurer les associations, parce on a effectivement, en tout cas, identifié le risque des chantiers participatifs, surtout le risque sur les personnes pendant les chantiers participatifs. Et donc, et en général, dans les écolieux, en tout cas, c'était le cas dans l'écolieu où j'intervenais, il y avait donc un souci d'assurance des personnes qui participent, et c'était
pardon, j'ai oublié de le dire, c'était l'association liée à l'écolieu qui organise le chantier participatif, hein. Tout ce qu'on échange là, que ce soit d'ailleurs par écrit ou même par oral, on le note soigneusement et voilà, c'est sauvegardé et ça nous permettra quand même on va dire, de bien vérifier qu'il tient ses promesses, hein, pour être très, très concret, hein. Chaque associé de la CMA peut bénéficier des conditions particulières. Chaque coopérative, donc il y a un contrat particulier, hein, on n'a pas un contrat général qui couvre tout le monde, non, c'est chacun qui contractualise parce que chacun définit les risques qu'il souhaite assurer et ceux qu'il ne souhaite pas assurer, qu'il peut garder. Voilà. Et puis, ce que nous allons faire, c'est un rendez-vous annuel avec le comité mutualisation pour évaluer la façon dont ça se passe, hein. Et surtout, alors un point important pour nous, c'est négocier les augmentations de tarifs, hein. On a notre expérience, en tout cas mon expérience moi avec les assurances, c'est qu'elles font souvent des tarifs intéressants la première année, et puis ensuite les années suivantes, bizarrement, les tarifs augmentent sensiblement et on a du mal à comprendre pourquoi. Alors là, on n'est pas sûr d'avoir des explications forcément très, très claires, mais en tout cas, on aura un moyen de discuter avec l'assureur du pourquoi et pourquoi telle augmentation et comment on peut éventuellement remédier à ça, puisque dans le principe de ce partenariat, il est convenu, on se responsabilise en fait quand je dis on, c'est-à-dire les collectifs faisant partie de la CMA se responsabilisent et ne soient pas simplement je dirais des consommateurs d'assurance, hein. Donc, en fait, par exemple, s'il y a des sinistres qui se répètent plusieurs fois au cours sur plusieurs années, on peut avoir je dirais un rôle aussi de prévention, hein, par rapport à ces sinistres. Donc un rôle qui va finalement aussi peut avoir aussi un impact sur les tarifs d'assurance, si on arrive effectivement à mettre en œuvre de la prévention par rapport à certains risques. Voilà, donc c'est vraiment c'est un esprit de coopération ou de coopérance, hein, comme on dit à la CMA, qui prévaut là. Les coopératives qui souscrivent des assurances, donc oui, on vous invite, et pas que d'ailleurs, hein, on vous invite à transmettre les informations principales, hein, sur vos contrats et les sinistres, hein. Parce que finalement, on a identifié cela, mais il y a certainement des améliorations à imaginer dans ce partenariat et on est tout à fait preneur de retour d'expérience. Et une dernière chose, on n'a pas d'exclusivité avec AXA. Si vous connaissez des formules encore plus intéressantes sur certains segments d'assurance, hein, il peut y avoir une assurance dommage-ouvrage, par exemple, qui est très intéressante chez tel assureur et pas intéressante chez d'autres, hein. Je pense à la Maïf, par exemple, qui s'est déclaré apparemment, a déclaré récemment, d'après ce que j'ai entendu, à nouveau ouverte enfin, en tout cas disposée à proposer des assurances aux coopératives d'habitants. Donc ça reste pour nous ça n'exclut pas. Alors il y a des écolieux qui n'auront pas peut-être l'énergie ou le temps de faire des comparaisons, hein, entre contrats d'assurance, mais si certains d'entre vous en font, eh bien faites-en bénéficier la communauté parce que comme ça nous permettra d'actualiser notre connaissance du marché. Voilà, j'ai terminé ma présentation.